Les maladies du rein peuvent perturber ses fonctions. Lorsque les deux reins ne fonctionnent plus correctement, l'organisme est petit à petit empoisonné par les déchets qui ne sont plus éliminés. Cela s'accompagne de déséquilibres divers, dont ceux en eau et en minéraux dans l'organisme, pouvant mener à une situation mortelle. En 2016, l'OMS estimait à 600 millions dans le monde les personnes atteintes d'une maladie rénale. Dénuées de symptômes aux premières étapes, les maladies du rein sont souvent identifiées trop tardivement. Un tiers des insuffisants rénaux dans le monde ne sont diagnostiqués qu'au stade terminal, nécessitant un traitement de suppléance afin de réduire les complications associées. Et pour parler des maladies rénales, je reçois pour vous sur ce plateau professeur Adama Lengani. Professeur Lengani est néphrologue et président de la Société burkinabé de néphrologie. Nous avons également avec nous Dr Gérard Koulibaly, maître de conférence agrégé en néphrologie. Il est néphrologue au CHU Yalgado Ouedraogo. Dr Hervé Thienot, maître de conférence agrégé en médecine interne. Dr Thienot est médecin interniste, chef de service de médecine interne de l'hôpital du district de Bogodogo. Monsieur Draman Paré. Monsieur Paré est le président de l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux à Boudir. Bonsoir, messieurs, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de suivre Santé Mag et participer en appelant au 25 40 79 03. Dans le domaine de la santé, chaque organe de l'individu joue un rôle dans le fonctionnement de l'organisme. Parmi ces organes figurent en bonne place les reins. Quel est le rôle du rein? Quelle est sa place et son utilité dans l'organisme? Je vous invite à le découvrir dans cette interview réalisée par Adama Guiti et Lazare Pouya. Nous avons sur cette image une vue schématique des reins. Donc nous voyons que nous avons normalement deux reins qui constituent la partie de l'appareil urinaire qui se draine chaque rein dans un urétère et l'urine ainsi constituée est emmagasinée dans la vessie pour être ensuite expulsée lors de la miction quand on va uriner. Et chaque rein en fait est constitué d'unités fonctionnelles qu'on appelle des néphrons. Et chaque néphron que vous voyez là, c'est une vue d'un néphron, est constitué de ce qu'on appelle le glomérule, et c'est à ce niveau-là que le sang est filtré. C'est-à-dire que le sang, lorsqu'il est pompé par le cœur, descend au niveau de l'aorte abdominale, et de l'aorte abdominale maintenant, les artères rénales vont naître et vont se ramifier, c'est-à-dire se diviser en plusieurs petites artères. Et ce sont ces artérioles-là qui vont rentrer dans chaque unité fonctionnelle du rein qu'on appelle néphron-là. Et donc c'est le sang qui passe par ces artérioles-là qui va être nettoyé par le néphron. Donc le néphron va être constitué de ce glomérule-là et d'une série de tubules. Et ce sont ces tubules-là qui ont la fonction d'ajuster la composition de l'urine. C'est-à-dire que les substances qui sont toujours mauvaises et qui sont restées dans le sang vont quitter le sang par le biais de ces petits vaisseaux-là pour rentrer dans le tubule et être ainsi après excrété. Et ce qui est bon dans le tubule-là, qui doit rester dans le sang, va quitter le tubule pour aller vers les vaisseaux sanguins. Donc en gros, chaque rein va être constitué d'1,2 million de ces unités qu'on appelle néphrons-là. Et c'est chaque néphron qui va nettoyer l'organisme et fabriquer l'urine définitive que nous allons uriner à la fin. Retour donc sur ce plateau après la présentation du rein. Quelles sont les principales causes de la maladie rénale, professeur Lengani? Tout d'abord, je vous remercie, Mme Dao et la TND, de nous donner l'occasion d'échanger avec les téléspectateurs sur les maladies rénales qui, depuis un certain temps, deviennent une préoccupation, bien que elles ne sont pas des maladies qui sont récentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies rénales il faut les voir en deux grands groupes. Il y a des maladies rénales qui sont liées à l'hérédité, c'est-à-dire qu'il y a des maladies héréditaires. Donc en ce moment, quand la personne va naître, les reins au cours de leur développement vont présenter des anomalies et après, ça peut déboucher sur l'insuffisance rénale.
Mais vous avez des maladies rénales qu'on contacte en rapport avec le contexte de la vie. Quand on regarde les facteurs de risque, nous allons, les principales, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'obésité, c'est le diabète. L'obésité, hypertension artérielle, le diabète, c'est un groupe de 3 maladies qui s'entretiennent. Et qui ont peut-être la même base au niveau de l'organisme. Ensuite, vous avez d'autres facteurs. Ce sont par exemple les médicaments que l'on prend qui sont toxiques, ou bien certains aliments que l'on prend qui peuvent être toxiques pour l'organisme. Vous avez des gens qui font de la goutte et qui vont faire des calculs. Ils sont à risque donc de faire de l'hypertension artérielle. De telle sorte que des gens qui sont dans ces familles peuvent se dire, bon, ben, je peux développer la maladie rénale, développer probablement après l'insuffisance rénale. D'accord. Vous avez parlé de l'obésité. Effectivement, docteur Coulibaly, vous avez célébré la journée mondiale du rein sur le thème obésité et rein. Par quel mécanisme l'obésité peut être à l'origine d'une maladie rénale? Expliquez-nous un peu. Merci madame. Effectivement, nous avons célébré cette année la journée mondiale du rein dont le thème c'était rein et obésité. Alors donc cette célébration se fait habituellement au mois de mars et dans le monde entier. Mais pour des raisons que je ne vais pas expliquer là, nous sommes parfois obligés de la célébrer en différé. C'est ainsi que nous l'avons célébré il y a 2 semaines. Alors, quel est le lien qu'on peut avoir entre l'obésité et puis les maladies rénales? Alors, le lien peut être direct ou indirect. Alors, d'abord, le lien indirect, c'est que l'obésité peut être à l'origine de certaines maladies telles que l'hypertension artérielle, et même le diabète, donc il y a une maladie liée au sucre, et également des maladies cardiovasculaires. Donc de façon indirecte, ces maladies vont aller agir au niveau du rein et créer les lésions et qui vont entraîner ce qu'on appelle les maladies rénales. Alors de façon directe, l'obésité elle-même peut être à l'origine d'une maladie rénale parce que certaines substances sont sécrétées et vont aller, et vous avez vu au début, à la présentation, ce qu'on appelle le glomérule. Donc la partie rouge qui a été visualisée, qui a été montrée, donc les substances vont aller agir à ce niveau et altérer cette substance, cette partie du rein, et diminuer la filtration au niveau du rein. Donc indirectement et directement, l'obésité agit sur le rein et pour créer une maladie. Okay. Et quelle est l'ampleur de l'obésité au Burkina Faso, docteur Tieno? Merci. Pour faire le lien avec les maladies rénales. Tout à fait. Alors, les données sur l'obésité au Burkina Faso sont précisées surtout dans le rapport d'une enquête nationale qui a eu lieu en 2013, qui a été une enquête conduite par le ministère de la Santé et qui nous rapporte une prévalence, une fréquence de l'obésité chez les personnes âgées de 25 à 64 ans, une prévalence de 4,5%. C'est beaucoup. Alors, il y a une différence entre la population féminine et les hommes. L'obésité, comme partout dans le monde, est plus fréquente chez les femmes. Donc, au Burkina Faso, 6% des femmes de cette tranche d'âge-là sont obèses, alors que chez les hommes, il s'agit de 2,9%. Il y a également une différence entre les zones urbaines et les zones rurales. Dans les zones urbaines, nous avons une prévalence de 11,3%, alors qu'elle est nettement plus faible dans les zones rurales, 1,9%. Alors, en dehors de cette tranche d'âge de 25 à 64 ans, l'obésité existe chez l'adolescent. Les enfants également sont obèses. Nos collègues pédiatres nous rapportent des chiffres qui ont évolué en une dizaine d'années. En 1998, ils rapportaient dans un contexte scolaire à Ouagadougou une prévalence de 0,28%. Et cette prévalence est passée à 3,1% en 2010. C'est dire que c'est un grand bond et on est en 2017. Ça veut dire qu'on doit avoir certainement dépassé ces chiffres-là. Oui. Et quelle est la situation de la maladie rénale au Burkina Faso, professeur Lengani?
D'abord, pour parler de la situation de la maladie rénale, il faut savoir de quoi il s'agit. Bon, pour nous, sa définition, on se base sur des anomalies, soit au niveau des urines, soit au niveau du sang, soit au niveau de l'échographie. Et les meilleures anomalies, c'est lorsque on fait la biopsie rénale. Oui, et le drame, c'est une des anomalies les plus patentes, c'est lorsqu'il y a une insuffisance rénale. Donc, vous voyez que la maladie rénale chronique, il y a une partie qui est silencieuse, c'est-à-dire que, bon, quand on dit qu'on a une albuminurie, en fait, on a une maladie rénale chronique. Si on a certaines anomalies, on a une maladie rénale chronique. Mais on peut ne pas avoir d'insuffisance rénale, on peut vivre comme n'importe qui. Donc, en tenant compte de ça, nous n'avons pas une idée de la maladie rénale chronique dans la population du Burkina, puisque les études n'ont pas été faites. Il y a des marqueurs. On a fait des études sur des marqueurs de la maladie rénale chronique, mais qui ne sont pas des études étendues. De manière globale dans le monde, on pense que 10 à 12% de la population, 10 à 12% de la population a une maladie rénale chronique. Mais il y a une partie qui n'est pas, même pas la moitié, qui vont faire une insuffisance rénale. Le problème qui se pose, c'est que les causes de la maladie rénale sont en développement dans le monde, telles que le diabète, l'hypertension, l'obésité, le fait que les gens en vieillissant ont besoin de plusieurs médicaments pour se soigner, ils sont exposés à un effet toxique des médicaments, de sorte que ça fait qu'il y a un boom de la maladie rénale chronique, et pour l'OMS, il faut s'attendre à une épidémie. Là, ce sera dramatique. La maladie rénale, bien que connue comme étant un problème de santé publique, reste mal connue des populations. De sa définition à sa cause, en passant par ses manifestations cliniques, chacun y va de sa compréhension. Suivez plutôt ce micro-trottoir réalisé par Karim Ilboudo et Mireille Carole Tougma. Maladie rénale. Ce n'est pas aujourd'hui, mais moi, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas une idée sur ça comme ça. Oui, mais j'entends parler de la maladie rénale. Beaucoup de gens disent souvent qu'ils ont mal au rein. Pour moi, quand on a mal au rein, ce sont le dos. Et puis, c'est du dos vers bon, c'est le dos. C'est les reins qui font mal. Maladie des reins. Et pour moi, c'est mot des fans. Bon, la maladie rénale, c'est une maladie qui affecte les reins. Et une fois que ça affecte le rein, le sang se mélange avec l'urine. Donc, ce qui cause beaucoup de douleurs, la personne souffre beaucoup. Pour ça aussi, pour les reins, ça peut causer des problèmes de ne pas avoir des enfants et puis d'être paralysé même, quoi. D'être paralysé, peut-être avoir les problèmes des yeux encore. La tête, le rein se communiquent. Bon, les causes de la maladie rénale chez moi, c'est dû souvent à des maladies comme la tension qui peut dégénérer et puis en provoquant maintenant ces maladies. Consommation de certains aliments toxiques, comme par exemple le tabac, l'alcool. Et ça peut être causé aussi par les médicaments vraiment trop amers. Et surtout les jeunes d'aujourd'hui, ils ont l'habitude de prendre des produits pour se réconforter. Surtout, ils ont des produits qu'on appelle 120, tramadol là. Donc généralement, trop de prise là, ça peut jouer sur le rein. Chez moi, il y a l'âge. Il y a l'âge qui fait ça. Il y a aussi les travaux forcés, les travaux durs. Ça donne des maux de rein. Ça peut être la vieillesse. Souvent, je me dis que c'est dû à l'alimentation et souvent beaucoup d'efforts physiques aussi dans la vie. Et moi, je pense que si tu travailles par exemple, des gens qui poussent d'eau. Bon, les manifestations de la maladie rénale, bon, il y a d'autres qui disent que ça commence par la personne change de teint. Il y a d'autres aussi, ils ont des problèmes pour uriner beaucoup.
La personne a des troubles mentaux et va beaucoup dans les toilettes. Les pieds, souvent les pieds s'enflent, le visage s'enfle. Bon, mais on dit ça c'est l'une des dernières phases selon des gens de la médecine, selon les rumeurs. Oui, on peut guérir des maladies rénales. Oui, je pense qu'on peut, puisqu'il y a plusieurs personnes qui vivent de ça toujours. D'autres même, je crois qu'ils ont, dans d'autres pays, je crois au Ghana ou d'autres font des interventions en échange des reins. Ça permet de soulager un peu, sinon ça ne guérit pas totalement. Ça permet de soulager un temps soit peu, sinon ça ne guérit pas totalement. Vous venez donc de suivre un micro-trottoir sur les connaissances des maladies rénales par les populations. Professeur, vous voulez réagir par rapport à ce micro-trottoir? Je vais réagir, pas que les autres aussi puissent réagir rapidement. Je pense que c'est bon parce que ça montre que l'important c'est le besoin qu'il y ait cette émission parce qu'on voit que quand on voit il y a peut-être un seul, celui qui a parlé comme quoi bon là ça enfle, ou bien peut-être deux, ceux qui disent qu'il y en a qui partent au Ghana pour se soigner, etc. Sinon le reste, quand on regarde les maux de ventre, les maux de rein, les maladies mentales, etc. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Ce n'est pas de leur faute. C'est à nous d'apporter l'éclairage. Il faut savoir que tout ça, c'est pas ça. Là, ce que je vais dire pour passer la parole aux autres, c'est que ceux qui parlent des maux de rein, là, ce n'est pas uniquement au Burkina, même en France, quand ils ont fait l'enquête, dans la population générale, les gens parlaient que maladie rénale, c'est les maux de rein, parce qu'il y a une confusion entre l'expression maux de rein, alors que non, ce n'est pas la même chose. Consommation de choses, tabac, alcool, pas directement, mais ça n'agit pas directement pour donner la maladie rénale, mais ça a une influence sur le fonctionnement du rein. Donc les autres peuvent intervenir pour... Docteur Tieno. Bon, qu'est-ce qu'il faut ajouter? C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'insuffisance dans la connaissance de la population sur les maladies rénales. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que beaucoup de maladies rénales sont, j'allais dire, évoluent à bas bruit. Donc lorsque les manifestations sont très évidentes, c'est qu'on a un stade avancé. Voilà, c'est quand même une notion importante qu'il faut leur communiquer. Docteur Koulibaly. Merci. Alors, en écoutant ce micro-trottoir, on se rend compte qu'on a beaucoup de pain sur la planche en matière d'information. Alors, sinon, comment ça se manifeste, les maladies rénales, comme l'a dit le docteur Tieno, les maladies rénales évoluent pendant longtemps à bas bruit, donc à tel point qu'on parle de tueurs silencieux. Alors, quand ça commence à s'exprimer, bon, c'est qu'il est déjà tard. Alors, donc, dans quelles circonstances le plus souvent on découvre ces maladies? C'est lorsque, par exemple, vous prenez le cas de la visite médicale annuelle des travailleurs. Alors, on fait quelques examens vraiment qui sont très, très fondamentaux. Et malheureusement, je profite de l'antenne pour pouvoir attirer l'attention des travailleurs à ne pas boycotter, à ne pas négliger cette visite médicale annuelle. Alors, parce que parfois, on a moins de 30% des travailleurs prévus qui viennent. Alors qu'à l'occasion de cette visite médicale annuelle, on a au moins l'examen d'urine qui permet de retrouver un peu d'albumine dans les urines ou des globules rouges dans les urines. Et ça, c'est peut-être un signe d'atteinte rénale. Même l'augmentation de la pression artérielle, c'est peut-être un signe d'atteinte rénale. Donc, on peut découvrir la maladie rénale à travers déjà cette visite médicale annuelle. Et il y a d'autres circonstances également, ces malades à risque tels que les hypertendus, les diabétiques. Donc il faut systématiquement rechercher une atteinte rénale chez ces malades. Donc tout ça sont des signes d'un mauvais fonctionnement. Et maintenant, comment ça se manifeste quand vraiment c'est avancé? Il y a surtout l'hypertension artérielle et qui est le plus souvent l'un des premiers signes à apparaître avant qu'on arrive à des stades très évolués. Et quand on arrive à un stade évolué, c'est par exemple les pieds qui gonflent, le visage qui gonfle, surtout le matin, des nausées, des vomissements, un essoufflement à l'effort. Et ensuite, on peut avoir une augmentation brutale de la pression artérielle. Alors, donc, il y a d'autres types de manifestations qu'on retrouve à travers les examens sanguins, les examens urinaires et peut-être aussi les examens d'échographie, par exemple. D'accord. Monsieur Paré,
quels sont les signes? Parce que vous êtes un malade. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des signes d'un mauvais fonctionnement du rein? Comment vous avez constaté chez vous que le rein ne marche pas bien? Merci, madame. Au départ, chez moi, comme vous l'avez demandé, c'est au niveau des pieds qui s'enflaient. Entre-temps, je me lève pour porter mes chaussures fermées, ça rentre pas. Je dis, mais il y a quel problème? Pourtant, je n'ai pas mal. Bon, je suis allé faire des examens au départ, on n'a rien trouvé. Bon, après, ça a continué. C'est la phase qui semble, quoi, tout ça, on était obligé, parce que je n'étais pas à Ouara. On était obligé de m'évacuer à Ouagadougou ici, venir faire des examens plus approfondis, examens de sang, d'urine, tout ça là, pour savoir maintenant que j'avais un problème de rein. Mais pour moi-même, je n'étais pas malade, le procès peut témoigner. Je suis à 22, il dit de me donner un lit. Je dis non, moi je ne suis pas malade, je ne peux pas me coucher ici. Donc, il me garde. Quand je repars dans mon service, moi, j'oublie que je suis malade parce que les signes là ne te montrent pas directement que tu étais malade. Tu peux tout faire. Bon, après maintenant, il y a l'essoufflement qui vient. Si tu marches un peu, tu es essoufflé. Bon, au niveau des aliments, même l'eau simple, là, quand tu bois, l'organisme rejette. N'en parlons pas si tu manges. L'eau, là, tu lèves le matin, tu bois l'eau, tu commences à vomir. C'est là maintenant que je dis c'est sérieux. J'ai couru pour venir à Ouagadougou maintenant m'approcher des médecins traitants. Comme il n'y a pas notre coin, c'est préparé à Ouagadougou pour être suivi. Professeur Lengani, c'est vrai que vous avez un peu parlé des facteurs de risque, mais est-ce que vous pouvez nous citer les principaux facteurs de risque? Le plus important, c'est, par exemple, chez nous, je vais prendre l'hypertension. Ensuite, il y a le diabète, parce que bon, c'est les deux situations qui, dans le monde, sont en escalade. Mais en dehors de ça, vous avez, quand des facteurs de risque, c'est-à-dire que ce qui, dans la situation, est en situation possible de devenir malade. C'est lorsque dans la famille, on a de temps en temps des gens qui ont une maladie rénale, ou bien qui sont morts et c'est d'insuffisance rénale. C'est lorsque, par exemple, vous avez une maladie cardiaque. Si vous avez une cardiopathie, il faudra faire attention, ça peut retentir sur le rein et le rein va mal fonctionner. Et il y a l'âge, parce que plus on vieillit, il y a un vieillissement au niveau des organes, et plus on vieillit, plus le risque que l'organe ne puisse pas faire face aux mêmes charges que quand on était jeune. Ce risque-là peut être prévalent et exister, et puis faire qu'on va faire une maladie rénale. Donc il y a plusieurs situations. Par exemple, ceux qui ont une goutte, ceux qui ont un calcul, les lithiases au niveau des reins, il peut dire qu'ils sont à risque. Le problème, c'est que dans le problème du diabète, c'est que le risque et la cause, parfois, c'est la même chose. On est à risque, on est diabétique à risque, mais le diabète peut être aussi la cause quand on devient malade. Voilà. Parlant du diabète, docteur Thieno, quel est le lien entre le diabète et l'obésité, qui sont tous des facteurs de risque? Oui, effectivement, il y a un lien entre le diabète et l'obésité. Beaucoup de diabétiques sont obèses, beaucoup d'obèses sont diabétiques. Bien sûr, on explique comment cela se passe. Chez beaucoup de personnes qui sont obèses, leur corps, leur organisme n'arrive plus à utiliser normalement le sucre qui est dans le sang. Voilà. Et étant donné que l'organisme n'utilise plus ce sucre, il va bien sûr s'accumuler et puis sa concentration va augmenter. Et c'est ça qui conduit tout simplement à l'état de diabète. Docteur Koulibaly, donc est-ce que la douleur n'est-elle jamais présente dans une maladie rénale? C'est vraiment à bas bruit du début jusqu'à la fin? Alors il faut peut-être... Est-ce qu'il arrive souvent que ce soit comme ça? Aucun bruit jusqu'à la fin? Alors ça dépend du type d'atteinte rénale. Alors quand vous prenez par exemple une infection du rein, alors l'infection du rein qu'on appelle la pyélonéphrite aiguë, alors c'est très douloureux.
Et si vous avez un calcul au niveau du rein, le professeur Lengani a parlé des facteurs de risque, le calcul au niveau du rein, des voies urinaires, ça peut être très douloureux. Alors, en dehors de ces situations qui ne sont pas très nombreuses, dans les autres cas où vous avez la maladie rénale chronique, comme on l'a dit, elle évolue à bas bruit et on n'a aucune douleur au niveau des reins, des vrais reins. Ce ne sont pas les reins qu'on a l'habitude de montrer. Voilà. Donc la douleur, c'est vraiment dans quelques situations, voilà, telles que l'infection au niveau du rein et le calcul au niveau du rein. Voilà. Dans les cas de figure, comme chez M. Paris, là-bas, il n'y avait aucune douleur. Il y avait la douleur. À quel stade? C'est quand j'étais en médecine C, parce que je sentais une douleur comme quelqu'un qu'on a branché avec le courant. Le sang était tellement... Donc là, c'était après le dépistage, après qu'on ait établi que vous êtes malade. Je suis malade, on m'a gardé, je sentais la douleur. La nuit, je ne peux pas dormir, je criais. Je criais comme un enfant. Mais le jour qu'on m'a dialysé, c'est comme si on m'avait enlevé dans un four, me mettre dans un frigo. Il y a la douleur. La douleur, je ne pouvais pas dormir la nuit. Quelles peuvent être les complications de la maladie rénale, professeur Lengani? Les complications de la maladie rénale sont très nombreuses. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la maladie rénale en tant que telle, c'est lorsqu'on est au stade d'insuffisance rénale chronique qu'on parle de complications. Et même au niveau des insuffisants rénales chroniques, ce n'est pas toutes les insuffisants rénales chroniques, puisque entre le sujet sain et le sujet qui a une insuffisance rénale qui est très grave, il y a des stades. Les premiers stades d'insuffisance rénale sont inaperçus, la personne ne sait pas. C'est lorsqu'on arrive au stade terminal, c'est-à-dire qu'en ce moment, le fonctionnement des reins équivaut à peu près à 7, même pas 10%. En ce moment, les reins ne sont plus capables d'éliminer les déchets. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaissent donc les complications. Les toxines, ce qu'on appelle les toxines, c'est-à-dire que c'est ce que l'organisme n'arrive pas à éliminer à cause du fait que les reins ne fonctionnent pas, vont s'accumuler. Mais il faut savoir, c'est que ça imbibe tout l'organisme. Ça imbibe tout l'organisme. De telle sorte que au niveau, vous avez des complications cardiovasculaires qui sont les plus importantes. Cardiovasculaires, le malade insuffisant rénal, même s'il n'est pas hypertendu, il va devenir hypertendu. Il n'y a rien à faire. Oui, il va devenir hypertendu. Ensuite, vous avez l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que il peut faire une insuffisance cardiaque uniquement parce qu'il a une insuffisance rénale chronique. Il peut faire une péricardite, etc. Il peut faire même les accidents dits coronariens, c'est-à-dire que les arrêts cardiaques, etc. Il peut faire ça. Maintenant, vous pouvez avoir des complications au niveau des nerfs, au niveau neurologique. Les toxines vont faire que les nerfs ne vont plus fonctionner normalement. La personne va sentir des décharges électriques ou bien le pied qui s'engourdit et pour marcher c'est difficile. Qui devient insensible. C'est plus ou moins et de plus en plus ça va s'aggraver. C'est ce qu'on appelle la neuropathie, une neuropathie urémique. Et dans les cas graves du point de vue des complications neurologiques, c'est le coma. Il fait un coma. C'est-à-dire qu'il va faire un coma urémique, c'est la fin de la vie, en quelque sorte, lorsque on n'a pas d'accès à la dialyse. Vous avez des complications au niveau osséo-articulaire. Ils ont des douleurs parce que le rein contribue à l'ossification, au mouvement du calcium et du phosphore. Et le fait que les reins ne fonctionnent pas, ça va faire que l'os ne sera pas de même tonalité, de même densité que sur le sujet normal. Les reins sont fragiles. Au niveau des articulations, il y a des douleurs. Ensuite, vous pouvez avoir des complications au niveau pulmonaire, au niveau digestif. Ils font plus d'ulcères que les autres malades. Ils font plus d'ulcères. Ils saignent.
Vous avez des complications au niveau, prenons l'anémie. L'anémie est très très fréquente. C'est l'apanage même des malades. Si vous demandez à M. de Paris, il vous dira. Parce que les globules rouges sont fabriqués par l'intermédiaire d'une substance qui est produite par les reins. Et que les reins sont morts en quelque sorte, la substance n'étant plus en quantité assez suffisante, il n'y a pas assez de globules rouges chez ces patients. Il y a bien d'autres complications. Je pense que le docteur Koulibaly pourra dire, et puis le docteur M. Paré pourra dire la situation. Docteur Koulibaly va compléter. Ça, c'était la complication d'une façon générale. Mais spécifiquement chez l'enfant et la femme enceinte, est-ce que c'est les mêmes cas de figure? Alors, chez l'enfant, ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est sa croissance. Parce que les maladies rénales chroniques chez l'enfant s'accompagnent d'un trouble de la croissance. C'est les enfants qui ne grandissent pas suffisamment. Donc, parce que l'hormone qui entre en jeu pour la croissance de l'enfant n'est pas suffisamment sécrétée. Et il y a d'autres aspects, d'autres phénomènes également qui entrent en ligne de compte. Donc, ça, c'est le problème principal chez l'enfant. Et autrement, les autres types de complications, comme l'a dit le professeur Lengani, on les retrouve également chez l'enfant. Alors, dans le cas particulier de la femme enceinte, le problème se trouve à deux niveaux. D'abord, au niveau de la mère, de la femme porteuse de la grossesse. Alors, ça devient une grossesse compliquée. Alors, une grossesse compliquée, et ce qu'on craint le plus souvent, c'est d'abord la survenue d'hypertension artérielle, suivie d'autres phénomènes. Donc, et ça peut même amener la patiente, provoquer un coma chez cette patiente avec des convulsions, ce qu'on appelle l'éclampsie. Voilà, donc il y a ça également, et on peut avoir également un retentissement sur la fonction rénale elle-même, puisque la grossesse peut aggraver la maladie rénale portée par la mère. Alors, le deuxième aspect, c'est chez l'enfant. Donc, ça devient une grossesse chez une femme enceinte, chez une femme porteuse d'une maladie rénale. Donc, c'est vraiment très mauvais pour le fœtus. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérin. Donc, le fœtus qui ne va pas croître correctement, et il va naître avec un poids très faible. Et ce sont ces enfants, le fait de naître avec un poids très faible, expose même ce sujet plus tard à des maladies rénales. Il y a le risque de décès de cet enfant également. Les chances de survie sont limitées. Sont très limitées. Donc voici un peu ce qu'on peut avoir comme problème chez la femme enceinte. D'accord. Mais vous, Monsieur Paré, vous qui vivez la situation, il arrive, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux complications? Parce que vous êtes le président d'une association des malades dialysés. Et qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement? Bon, les complications, nous, on sent ça sur plusieurs plans. Parce qu'au niveau de la dialyse, comme moi, je l'ai dit que nous ne suivons pas les normes. Parce que la séance de dialyse ne suffit pas. Le seul centre qu'on a ici, El Rado, est dépassé. Donc, quand vous voyez, les complications sont trop. Même les médecins savent que c'est trop, parce que souvent, il y a beaucoup, c'est les ventres qui sont, vous croyez les dialysés, on dirait qu'ils sont en grossesse. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à marcher. Tout ça là, c'est des complications. Même la respiration. Si tu fais 5 jours sans dialyse, les poumons sont pleins d'eau, tu n'arrives pas à respirer. Il y a d'autres on les amène chaque fois à l'hôpital, comme ça ne va pas. On est obligé de courir pour les prendre en 2 heures ou bien 3 heures de dialyse pour pouvoir les soulager. Si c'est les complications là, c'est trop. Okay. Professeur Lengani, quelle est l'ampleur de l'insuffisance rénale au Burkina? C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'études comme ça, mais est-ce que, de façon générale, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette ampleur? De façon générale, pour moi, c'est contenté de se limiter à l'instant chronique, puisqu'il y a l'aigu qui est moins dramatique lorsque ça a une bonne résolution. Mais l'instant chronique, je vais prendre l'exemple de ceux du service. Au début, on avait pensé que c'était à peu près une 50aine par an. Bon, quand on a eu après ça a augmenté. Quand le service a commencé, première année, c'est 250. L'année qui a suivi, nous avons... Ça, c'était quelle année?
C'est 2002-2003. 2002-2003. Ensuite, on a augmenté à 300 et quelques. Ensuite, 400. Au bout de certain temps, on est arrivé à 600. Et actuellement, là, je pense qu'on est dans les 700 et quelques. Donc, il y a un besoin. Et ce qu'il faut dire, c'est que même là, ils ne reprennent même pas tous les malades en insuffisance rénale chronique qui arrivent à Yalgado, puisque certains, nous sommes obligés de ne pas pouvoir les prendre parce qu'il n'y a pas de place. Donc, si on regarde dans le pays, l'insuffisance rénale chronique est une réalité. Elle existe, elle réduit l'espérance de vie et bon, c'est un problème de santé publique. Tout à fait. Nombreux sont les patients qui vivent avec une insuffisance rénale et parmi eux de plus en plus d'enfants. Une situation très difficile qui entraîne un changement de mode de vie, en témoigne le parcours de plusieurs malades car la prise en charge est très souvent à vie. Suivez plutôt les témoignages de quelques malades recueillis par Adama Guetti et Lazare Pouya. J'ai commencé la dialyse il y a bientôt 6 ans de cela. Je trouve que la dialyse, c'est une bonne chose, ça nous permet de vivre. Ouais, on fait des séances de dialyse chaque 5 jours. Ça nous permet de nous maintenir en forme. Après chaque séance de dialyse, on reprend notre quotidien. C'est mon neveu qui était malade, on ne savait pas que c'était de ce mal-là et on suivait. Entre-temps, ça s'aggravait et nous l'avons amené au CMA Pôle 6. Après les examens, les docteurs nous ont fait comprendre que c'était l'insuffisance rénale. Mais toute la famille a été paniquée et le papa même a baissé les bras. Mais bon, je dirais qu'il a raison puisque sa première fille a été victime de ce mal-là. Donc, il a dit que ce n'est plus la peine de continuer, que comme il a appris que c'est ce mal-là, ce n'est plus la peine de continuer, qu'il préfère laisser comme ça, qu'il ne va pas investir dans ça et que c'est un mal qui est incurable, donc que ça va. Et il est reparti. J'ai essayé de le retenir, il a dit non, que ce n'est pas la peine, que ça suffit. Il est reparti. Mais le docteur qui nous a reçus à Pôle 6, il m'a dit que lui, il est généraliste. Mais il y a des spécialistes dans ça, mais il préfère nous envoyer à l'hôpital Yalgado, que ça va aller. J'ai été frappé de la maladie de l'insuffisance rénale. J'ai été conduit d'abord à la clinique du cœur. Vers 1h du matin, à 10h, la clinique a jugé bon de m'évacuer à Yalgado. Bon, pratiquement dans le coma et avec le gaz. J'ai dû subir une séance de dialyse d'urgence 2 fois en 24 heures. Ma chance, c'est qu'après ce traitement de choc, les reins ont recommencé à fonctionner petit à petit. Donc, actuellement, je suis sans dialyse. De la consultation à la découverte de l'insuffisance rénale, c'est tout un trajet à parcourir. Combien sont ceux qui arrivent à se prendre convenablement en charge et cela à quel prix? C'est un reportage signé Adama Guetti, Lazare Pouya. Service de néphrologie et de l'hémodialyse du centre hospitalier universitaire Yalgado-Wedrao. C'est ici que les patients souffrant de problèmes rénaux trouvent un soulagement. L'activité consiste au traitement des maladies rénales de façon générale et de façon spécifique à l'hémodialyse. Notre activité consiste en la consultation externe des malades qui nous sont adressés par des collègues ou qui ont déjà été hospitalisés dans le service et qui ont eu des rendez-vous à la sortie, ou des patients qui ont des marqueurs d'anomalies rénales sans insuffisance rénale. Et j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas uniquement l'insuffisance rénale que nous traitons. On peut avoir des anomalies rénales, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un examen d'urine, généralement, on retrouve des anomalies à ce niveau et on nous adresse ces patients-là pour un suivi afin de prévenir le début d'une insuffisance rénale ou en tout cas la constitution de lésions plus avancées. Méthode de suppléance de la fonction rénale, l'hémodialyse est effective au Burkina Faso depuis 17 ans, soit en 2000. Il y a l'hémodialyse que nous faisons
Il y a également la dialyse péritonéale que nous ne faisons pas et qui est vraiment intéressant pour surtout les enfants. Il y a enfin la meilleure méthode, notamment la transplantation, malheureusement que nous ne faisons pas également, parce que ça permet de réduire le coût de la prise en charge des patients en insuffisance rénale. Ils sont plus de 300, les patients qui font régulièrement la dialyse dans l'unique centre fonctionnel de l'hémodialyse à Ouagadougou. Bon, je dialyse depuis plus de 10 ans. On rencontre des problèmes au niveau de la dialyse, à savoir que maintenant nous dialysons tous les 5 jours, parce que normalement on doit être dialysé 3 fois par semaine, à raison de 4 heures par dialyse. C'est un problème que nous rencontrons au sein de la dialyse. J'ai fait la dialyse depuis 2013. Et je quitte Tinkourou pour venir faire la dialyse. C'est un peu compliqué parce que se déplacer tous les 5 jours, c'est pas facile. Et des fois, tu arrives, c'est plein, il n'y a pas la place même. Au début, c'était vraiment difficile, ça a commencé à s'améliorer, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'au début, on dormait à la porte de la dialyse pour attendre le jour et puis on va te programmer. Donc c'est très compliqué. Présentement, je viens chaque matin. Avoir la dialyse dans les provinces, c'est le souhait du bon nombre de patients ici, comme Ama, venu de Dori et qui dialyse depuis 4 ans. Ça fait 4 ans. Et depuis les 4 ans, franchement, la dialyse n'est pas facile. Il faut avoir les moyens. Parce que de faire Ouaga, Dori, ça 4 à 5 jours, vraiment c'est du coûtage. Il faut vendre tout le taureau pour pouvoir vivre. Donc ce n'est pas facile. Il faut au moins quand même que ça soit décentralisé. D'autres patients ont carrément élu domicile à l'hôpital Yalado Ouedraogo, faute de moyens financiers. 2015, on be kan la singa me watin jeli hidle kuisi ligide kai he watin jeli hidle kuisi te kelinga hospital ya kan la tambo tawre mata songo te jeli se le to wala yide waton nan ba be kan gaim patari bindite ti tomme gomni tawre mata santon songo bi songo. La subvention de l'État ne suffit pas. Donc nous demandons à ce qu'on augmente la subvention pour qu'on puisse avoir une bonne dialyse. Parce qu'il nous manque des générateurs. Ici, nous avons 29 générateurs pour plus de 300 malades, presque 400. Cela fait qu'on ne peut pas avoir au moins 2 dialyses par semaine. Nous avons beaucoup de patients et il y en a d'autres même qui doivent être pris, que nous n'allons pas apprendre. Mais c'est quelques patients que nous avons qui sont en hémodialyse, sont sous-dialysés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez de personnel, il n'y a pas assez de centres. À cela s'ajoutent les consommables et le nombre croissant des patients qui compliquent davantage la prise en charge. C'est le nombre croissant de malades par mois avec des machines insuffisantes. Voilà. Il y a de bonnes volontés qui viennent souvent donner des appareils. Voilà. Mais toujours est-il que ça manque. Pour le moment, les patients ont une seule séance de dialyse de 4 heures tous les 5 jours. Contrairement à d'autres pays comme la République de Cuba, où les malades ont droit à 3 séances de dialyse par semaine. Pour mon pays, la dialyse, commençant que la santé c'est gratuite pour tout le monde. Ici, la santé c'est payé toutes les choses. Ici, la dialyse, tout le matériel, tout ça. Et je me trompais quand j'arrive ici, et vu tout ça, que le malade seulement se fait 1 séance par semaine de la dialyse. Et mon pays c'est différent, c'est 3 séances par semaine. Avec 5 nephrologues à Yalagdo Ouedraogo pour l'ensemble des Burkinabés, les spécialistes préconisent le diagnostic précoce pour une bonne prise en charge des problèmes rénaux. Retour sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Paré, vous venez de suivre les reportages sur le traitement. Vous avez envie de réagir? Allez-y. Oui, je veux réagir un peu parce qu'on a parlé du nombre de dialyses. Même Lazare a eu à expliquer. Il n'est pas là-bas. Les médecins sont là, ils savent que c'est un calvaire pour nous. Mais il y a quelque chose qu'ils ont oublié d'ajouter, c'est surtout l'EPO qu'on doit faire à tous les dialysés. Parce que quand nous regardons dans la sous-région, tous les jours, nous sommes obligés de demander du sang pour faire une transfusion parce que le sang est tellement travaillé. Régulièrement, il faut chaque fois faire une transfusion. Alors qu'il y a un produit qu'on utilise au niveau des autres pays que nous n'en avons pas ici. Donc ça, vraiment, je
tiens à rappeler les gens que prochainement de voir, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont là qu'on va demander. Comme ça continue, je pense que j'aurai l'occasion d'en parler encore. D'accord. Docteur Koulibaly, quels sont les traitements disponibles pour l'insuffisance rénale chronique au Burkina? Alors, donc, il faut, en parlant du concept de maladie rénale chronique, la maladie rénale chronique est classée en 5 stades. Donc, de stade 1 à stade 5. Et c'est à partir du stade 3 qu'on parle d'insuffisance rénale chronique. Et le stade 5 est le stade dit terminal. Donc, c'est le stade où on a moins de 10% de fonction rénale qui reste et ça ne permet pas de survivre. Alors, le traitement est subdivisé en 2 parties. Donc, il y a ce qu'on appelle le traitement conservateur. Donc, c'est tout ce qu'on utilise comme traitement avant le stade terminal. Et ce traitement est composé de ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Donc, c'est des conseils qu'on donne aux patients, et notamment la restriction en eau, et parce que c'est des patients qui n'éliminent pas suffisamment d'eau. Voilà, donc il faut leur conseiller de ne pas boire suffisamment, de ne pas boire beaucoup d'eau. Alors, il s'agit également de leur donner des conseils concernant le sel. La plupart d'entre eux, ils sont hypertendus, ils retiennent aussi de l'eau, donc il faut qu'ils réduisent le sel. Et à un certain stade, notamment vers le stade, en approchant vers le stade terminal, ils retiennent le potassium. Donc, du coup, des aliments riches en potassium, il faut les déconseiller. Voilà, c'est par exemple les bananes, les fraises qui sont très riches en potassium. Donc, il y a ces mesures hygiéno-diététiques, donc ils sont vraiment diversifiés. Et il y a les médicaments. Donc, les médicaments, essentiellement les médicaments antihypertenseurs, et parce que la plupart des patients sont hypertendus. Donc, il faut un traitement antihypertenseur. Et comme l'avait dit le professeur, il y a un certain nombre de complications qui nécessitent également un traitement. Et je rebondis sur ce que M. Paré vient de dire concernant l'érythropoïétine. Donc, c'est une substance qui est sécrétée au niveau du rein et qui permet de fabriquer des globules rouges. Alors, quand on a une insuffisance rénale, on n'en produit plus suffisamment et on est anémié. Et donc, le traitement de choix, c'est l'érythropoïétine. Donc, il va améliorer, permettre d'augmenter le taux d'hémoglobine et améliorer la qualité de vie de ces patients. Alors, donc, toutes ces mesures, il faut les entreprendre. Et maintenant, au stade terminal, il faut non seulement ce traitement conservateur, mais il faut également ce qu'on appelle le traitement de suppléance. Donc, le traitement de suppléance, c'est les dialyses. Donc, la dialyse, hémodialyse dont nous disposons ici, et la dialyse péritonéale qui utilise une membrane au niveau de la cavité abdominale et qui sert de filtre pour pouvoir faire la dialyse. Et la troisième méthode, c'est la transplantation rénale, qui est vraiment le traitement de choix. Donc, mais qui n'est pas accessible. Qui n'est pas encore disponible dans notre pays. Voilà. Mais est-ce que dans la sous-région, c'est accessible, la transplantation? Alors, accessible, c'est disponible en République de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons un certain nombre de patients qui ont déjà été greffés en Côte d'Ivoire. Les derniers à être greffés, c'était au mois de mai. Et la plupart d'entre eux, ils sont rentrés. Et les résultats sont probants? Jusqu'à présent, les résultats sont très bons. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebego. Comme je vous le disais, nous allons découvrir les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebeu. Merci. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Madame Yaogo a appelé de Ouagadougou. Elle aimerait savoir quels sont les signes précurseurs d'un problème rénal. Ses autres questions, c'est quels sont les examens à faire pour détecter les maladies du rein? Et puis, est-ce que ces maladies, quand elles sont dépistées précocement, peuvent être guéries complètement? Abdallah Traoré de Bobo Dioulasso précise qu'il a la nausée quand il mange quelque chose de chaud. Et sa question, c'est est-ce que cela peut être lié à un problème rénal? Ismaël Ouedraogo nous suit depuis Pâques. Il constate que pendant les exercices sportifs, on demande souvent de faire des jeux de reins. Est-ce un abus de langage ou bien est-ce que les mouvements que l'on propose dans ces circonstances-là ont une incidence positive sur le rein? Monsieur Nyambré Bourema de Ouargaï pose la question sur la différence entre les problèmes de rein
et les problèmes de hanches. Il se réfère pour cela aux personnes âgées qui marchent courbées avec des cannes. Est-ce que dans leur cas, on parle de problèmes de reins ou de problèmes de hanches? Sa deuxième question, c'est est-ce qu'une trop grande activité sexuelle peut provoquer des maladies de reins? Madame Fanta Kaboré de Ouagadougou dit qu'elle souffre de calculs rénaux et ce sont des examens qui l'ont révélé. Mais on lui a dit qu'au niveau du bloc de l'hôpital Yalgado, il y a des problèmes et jusqu'à présent, elle souffre énormément. Elle interpelle les pouvoirs publics sur ces défaillances et demande aux médecins qui sont sur le plateau comment faire face à la douleur. Monsieur Mohamed Ouedraogo suit Santé Mag depuis Nyangologo. Il a des douleurs dans le bas du dos depuis 2013, mais c'est en 2015 qu'il s'est décidé à faire des examens qui ont révélé qu'il a des calculs rénaux. Les centres de santé où il est allé lui ont dit que la solution est chirurgicale, mais son calcul rénal disparaît et réapparaît. Il dit qu'il peut faire un examen aujourd'hui, il y a un calcul, 2 mois après, il n'y a rien. Et il est inquiet. Est-ce qu'il ne court pas le risque de développer une insuffisance rénale? Et quels sont les conseils que les professionnels qui sont sur ce plateau peuvent lui donner pour éviter que son état ne s'aggrave? Monsieur Saïdou Daskisaga nous a appelé du secteur de Ouagadougou. Son problème, c'est qu'à la suite d'un examen, on lui a interdit de boire l'eau du robinet et de manger d'autres viandes que celle du poulet. On ne lui a pas dit de quoi il souffre et il aimerait qu'on lui dise si sa maladie est liée au rein et s'il s'achemine vers une insuffisance rénale. Monsieur Antoine Kindo, depuis Bobo-Dioulasso, a posé 3 questions. Il rejoint une question déjà posée, à savoir la différence entre mal de dos et mal de rein. Et quels sont les signes qui permettent d'alerter les éventuels malades pour leur permettre de se rendre compte qu'ils ont un problème de rein et d'aller vers les médecins pour se faire soigner. Et lui également pose la question, quels aliments les médecins conseillent pour éviter les problèmes de rein. Monsieur Alassane Kaboré a appelé de Banfora. Il explique que son oncle souffre d'un cancer du rein. Il a subi une intervention et depuis, chaque 3 mois, on doit lui faire un vaccin avec un produit qui coûte plus de 300 000 francs. Et il doit se déplacer de Banfora à Ouagadougou pour cela. Est-ce que cela va s'arrêter un jour? C'est sa question. Et est-ce qu'il y a espoir qu'on allège les prix des produits dont son oncle a besoin pour continuer à vivre? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Quels sont les signes précurseurs? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des signes, professeur Lengane, les signes précurseurs et puis les examens. Bon, on va reprendre pour... on va reprendre parce que c'est pour pouvoir que la répétition est pédagogique. Voilà, on va reprendre pour préciser. Mais c'est bon parce que la question est très importante parce que si on pouvait mettre la main sur les signes précurseurs ou même avant d'épicer et surveiller, ça va être l'idéal. Mais quand nous avons parlé de la maladie rénale chronique, il faut savoir que ce qui permet de diagnostiquer la maladie rénale chronique dans les premiers instants là, c'est la biologie. Il y a la biologie. C'est-à-dire que la maladie rénale chronique, c'est la biologie qui vous permettra de savoir il n'y a rien, vous n'êtes pas malade, il n'y a pas autre chose. Ou bien, ça peut être une hypertension qui est apparue, mais comme M. Paré l'a dit, quand on a des choses de se coucher, lui, il avait une tension artérielle qui était élevée, mais ce n'était pas un problème parce que c'est une hypertension artérielle qui est un tueur silencieux. Tout à fait. Mais la conséquence a été la maladie rénale. Voilà. Donc, chez les signes précurseurs, il faut savoir qu'au début, c'est aller consulter chez un médecin qui peut, après vous avoir examiné, vous demander d'examen soit de sang, soit d'urine. C'est protéinurie
ou bien d'autres composants des urines, et puis la fonction rénale, urée et créatinine qu'on peut faire chez nous. Voilà. Maintenant, les examens, voilà, ce sont ces deux-là qu'on peut préconiser chez nous pour savoir. Maintenant, lorsque la maladie va commencer à se manifester, c'est-à-dire que les premiers, c'est quoi? Ce sont des œdèmes. Des œdèmes au niveau des membres inférieurs, au niveau du visage d'abord. Quand ça survient, ça peut passer inaperçu, puisque c'est le matin. Mais dans la journée, ça peut disparaître. Et dans le soir, vous retrouvez les pieds qui sont enflés. Et plus les œdèmes vont s'augmenter, plus ça ne va plus disparaître. Et qu'on se va trouver, comme M. Paré l'a dit, des gens avec des gros ventres, parce que bon, il y a trop d'eau dans l'organisme. Mais dépister précocement lors d'un examen de routine, on peut guérir complètement? Bon, guérir, il faut là aussi, il faut qu'on précise certaines choses. Nous parlons de la maladie rénale chronique. Nous ne parlons pas des maladies rénales. Quand vous parlez de maladie rénale, c'est l'ensemble. La maladie rénale chronique, c'est une partie, mais c'est elle qui va donner l'insuffisance rénale chronique le plus souvent. Donc, quand on a les autres maladies, si vous faites une infection urinaire ou bien vous avez des calculs, on peut traiter et puis ça peut se tasser. De sorte que les maladies rénales chroniques, ça ne guérit pas. Ça va évoluer petit à petit et l'idéal, c'est d'arriver à stabiliser. C'est-à-dire afin que la progression soit lente. Ou bien qu'il n'y ait pas de progression. Donc c'est ça l'idéal. Est-ce que quand on mange, cette personne précise qu'il a la nausée quand il mange quelque chose de chaud. Sa question c'est est-ce que cela peut être lié à un problème de rein? Docteur Koulibaly. Alors, est-ce que cela peut être lié à un problème de rein? Je pense que le plus simple est qu'il aille consulter. Et parce que la nausée, le vomissement, on a beaucoup de causes. Donc, il faut qu'il aille consulter pour que le médecin sache quel est le problème. Alors, pour savoir si c'est lié à un problème rénal, il faut tout simplement faire des examens complémentaires, tels que le dosage de la créatinine dans le sang. Et lorsque c'est élevé, donc c'est un signe en faveur, c'est une insuffisance rénale. Maintenant, et si ce n'est pas trop élevé, ça ne peut pas être rapporté au vomissement que le patient, enfin que l'auditeur ressent. Donc il faut vraiment des stades avancés d'insuffisance rénale chronique pour qu'on se mette à vomir, qu'on se mette à avoir des nausées, surtout le matin. D'accord. Est-ce que les exercices sportifs qu'on demande de faire, les jeux de rein, est-ce un abus de langage ou est-ce que cela a une incidence positive sur le rein? Professeur Lengane. Je pense que ça n'a pas de rapport avec les maladies rénales. Les jeux de rein, c'est des exercices physiques qui entretiennent la mobilité et ça permet quand même d'éviter ceux qui ont des arthroses que ça puisse s'aggraver. Donc ça n'a rien à voir avec le rein. Rein et hanche, c'est la même chose. Là, quand rein et hanche, là, c'est le rein pour monsieur tout le monde là. En vrai, ce sont des choses, c'est des arthroses. C'est des arthroses dans la colonne vertébrale, dans le bassin, et c'est ça qui fait que les gens ont des problèmes. Justement, une autre question qui va dans le même sens, les problèmes de rein, les problèmes de hanche. Donc la personne pense aux personnes âgées qui marchent courbées. Est-ce que cela est dû à une grande activité aux personnes âgées qui marchent courbées? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, docteur. La question. Docteur comme il y a déjà eu des éclaircissements justement sur cette question de rein lors des premières questions. Je crois que les personnes qui ont posé la question n'ont certainement pas suivi. Tout à fait. Alors, toutes les douleurs qui se projettent dans le bas du dos peuvent correspondre à la souffrance de beaucoup de structures, de plusieurs structures. C'est le plus souvent les os de la colonne vertébrale, du bas du dos, qui fait le plus souvent mal.
Mais d'autres organes peuvent également être à l'origine de douleurs qui se projettent vers le bas du dos. Donc, c'est vraiment la consultation et les explorations qui vont permettre de savoir dépend de quel organe, de quelle structure ces douleurs-là sont développées. Sur nos communément, quand les gens parlent de douleurs des reins, plus souvent c'est des douleurs de la colonne vertébrale du bas du dos, qu'on appelle les douleurs lombaires. Oui. Mais est-ce qu'une trop grande activité sexuelle peut provoquer des maladies de reins? Docteur Thieno? Personnellement, je ne vois pas de relation. Il n'y a pas de relation, peut-être indirecte, sur le cœur. Donc, un patient, j'imagine, un malade cardiaque, donc une insuffisance cardiaque quand même bien évoluée. Alors, l'activité sexuelle, c'est quand même de l'effort. Et ça peut être pas très bien pour le cœur. Et vous savez que le cœur peut retentir sur le rein. Donc, par ce biais, on peut avoir une insuffisance rénale. Voilà. Mais vraiment, il faut une insuffisance cardiaque vraiment très évoluée. Qu'est-ce qu'il appelle aussi rein? Oui, c'est ça. Oui. Si c'est toujours la colonne lombaire, la colonne lombaire est mise à rude épreuve. Bon, cette téléspectatrice souffre de calculs rénaux, ce sont les examens qui l'ont révélé. Mais on lui a dit qu'au niveau du bloc, il y a des problèmes. Pourtant, la personne souffre et demande qu'est-ce qu'il faut faire face à la douleur. Docteur Koulibaly. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à la douleur? En attendant que le problème du bloc soit réglé. Bon, c'est peut-être mieux qu'elle aille voir son médecin. Alors, le médecin peut lui conseiller, lui prescrire des médicaments contre la douleur. Voilà, sinon, il faut d'abord aussi savoir si la douleur est en rapport avec le calcul. C'est vrai qu'elle peut avoir un calcul, mais la douleur est d'une autre origine. Donc, le plus simple, c'est qu'elle voit son médecin qui va déterminer l'origine de la douleur et lui prescrire un traitement approprié en attendant. D'accord. Des calculs rénaux qui apparaissent, qui disparaissent, on lui avait dit que la solution était chirurgicale, mais ça apparaît, ça disparaît. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'à coup, cela ne risque pas de devenir une insuffisance rénale? Des calculs rénaux qui apparaissent, qui disparaissent. Est-ce qu'il n'y a pas... Il est difficile de donner, sans connaître vraiment le contexte du malade, mais je vais donner un point peut-être global. D'accord. Les calculs apparaissent et disparaissent et qui sont de petite taille, qui ne bougent pas les conduits, les voies qui conduisent les urines, qu'il n'y a pas d'infection là-dessus, il y a moins de risques que ça retentit sur le fonctionnement rénal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est des vrais calculs récurrents, parce que ça existe en médecine, c'est-à-dire que c'est gros. C'est gros, quand ça vient, c'est gros, quand on enlève, après ça va revenir, etc. Si c'est ça, par finir, ça peut retentir à faire des infections urinaires, en faisant des obstructions, ça peut saigner, ça peut saigner. Et dans ces cas-là, ça peut déboucher sur une insuffisance rénale. Ça c'est possible. Docteur Thieno, ce téléspectateur, on lui a dit de ne plus boire de l'eau du robinet, de ne plus manger d'autres viandes que celle du poulet. Mais on ne lui a pas dit de quoi il souffrait. Donc il aimerait savoir si sa maladie est liée au rein ou s'il s'achemine vers une insuffisance rénale. A priori, on ne sait pas pourquoi la personne a consulté. On ne sait pas ce que le médecin a retenu comme diagnostic. Donc, difficile de répondre à cette question. Je crois que dans ce contexte-là, il faut échanger avec le médecin. Poser des questions au médecin lorsqu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Je crois que les agents de santé sont disposés à répondre à toutes les questions. Lorsqu'on ne sait pas, on dit aussi qu'on ne sait pas. Oui. Et quels sont les aliments que les médecins conseillent pour éviter des problèmes de rein? Docteur Koulibaly. Alors, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce qu'il faut conseiller? Il faut conseiller tout simplement une alimentation saine. On sait que
l'excès de tout aliment finit par être nuisible. Quand je prends le cas, par exemple, des protéines, la viande, par exemple, c'est riche en protéines. Et vous avez, dans la pratique, ce qu'on voit, ceux qui vont habituellement prendre leur viande grillée à des heures qu'on connaît, et donc ces apports importants de protéines à la longue vont avoir une certaine répercussion sur le plan rénal. Donc ça va les épuiser. Donc il faut, tout ce que je peux dire, il faut avoir une alimentation vraiment saine. Donc ne pas manger en excès. Si vous prenez le cas également des aliments sucrés, si vous les consommez en excès, donc vous allez également vous retrouver avec des problèmes. Donc vraiment dire que mangez ceci, mangez cela, et cela va vous préserver vos reins, c'est un peu difficile. D'accord. Professeur Lengani, ce malade a un cancer du rein. Il a suivi une intervention et depuis chaque 3 mois, on doit le vacciner avec un produit de plus de 300 000 francs. Donc, son neveu se demande quand est-ce que cela va s'arrêter. Est-ce qu'il a espoir qu'on allège le coût des produits? Chaque 3 mois, un vaccin à 300 000 francs. Bon, là aussi, je suis dans le nuage comme le malade. Comme le docteur Thierry l'a dit. C'est peut-être mieux de poser la question au médecin traitant. Il va avoir tous les tenants de la situation du malade. Bon, il faut savoir pourquoi. Parce que les produits pour traiter une maladie sont nombreux. Il y en a peut-être que c'est à long terme, il y en a que c'est transitoire. Il y a des traitements palliatifs, c'est pour limiter un dégât. Il y a des traitements, donc vraiment c'est un peu difficile de répondre aux téléspectateurs. Je pense qu'il faut approcher son médecin traitant et puis ou s'ouvrir au médecin traitant. Je pense que c'est ça parfois qui nous manque. Les malades ne s'ouvrent pas. Bon, je pense que nous aussi, médecins, on est tellement pris par nos préoccupations avec le nombre de malades qu'on a qu'on ne communique pas beaucoup. Alors que le médecin est heureux lorsque le malade s'ouvre lui-même, alors que parfois il faut aller chercher ce que le malade ne veut pas dire. Il faut tourner, et ça, c'est pas bon. À présent, le deuxième lot de questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendre-Bego. Monsieur Gilles Guigma aimerait que vous lui parliez des causes des kystes rénaux. Ces autres questions, c'est est-ce que ces kystes rénaux-là sont héréditaires et si on peut en guérir. Monsieur Adama Sawadgo de Waïbia, lui, veut savoir ce qui peut arriver à un individu qui a beaucoup d'acide urique et d'urée dans son sang. Monsieur Lassane Kaboré à Ouagadougou voudrait savoir si les coliques néphrotiques peuvent aboutir à une insuffisance rénale. Et M. Ibrahima Pitroapa, lui, aimerait avoir des conseils sur l'alimentation à adopter pour prévenir l'insuffisance rénale. M. Touré à Diebougou voudrait qu'on lui dise si une personne peut vivre avec un seul rein. Sa préoccupation, c'est à quelle période de sa vie il peut avoir des difficultés. Madame Ouattara à Ouagadougou pose la question à savoir si l'examen de créate suffit pour établir à lui seul la santé du rein. Madame Sanouidi a appelé de Koupela. Elle aimerait savoir si les règles douloureuses peuvent provoquer à la longue une insuffisance rénale. Madame Sanou Akaya, elle aimerait connaître l'incidence du Kenacor sur les reins. Et quel est le rapport entre... Est-ce qu'il y a un rapport entre ulcère et insuffisance rénale? Monsieur Kabré Hassan Awaga dit avoir vécu une anomalie au niveau des reins. Il a subi un traitement médical, mais maintenant il ressent des douleurs au niveau des testicules. Est-ce que cela est le signe que ses reins vont mal? Monsieur Sempore Aruna Azignare voudrait savoir si une fois qu'on a commencé la dialyse, on peut arrêter à un moment parce qu'on est guéri ou bien est-ce que c'est à vie?
C'est tout pour les questions des téléspectateurs. Nous nous excusons auprès de tous ceux que nous n'avons pas pu prendre en ligne. Donc, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons essayer de répondre rapidement aux questions des téléspectateurs. Les causes des kystes rénaux, est-ce que c'est héréditaire? Peut-on en guérir, professeur Lengani? Les kystes rénaux, il faut savoir qu'il y en a, il faut les diviser en deux grands groupes. Il y a des maladies kystiques qui sont héréditaires. Et là, ça se transmet. Ça existe sous deux formes. Il y a une qui s'exprime, c'est-à-dire que le malade, la personne va être malade très tôt, dans les 40 ans, et l'autre, c'est après 40 ans. Ça, c'est la polykystose rénale qu'on je connais. Mais vous avez d'autres maladies kystiques des reins pour différentes raisons. Il y a des choses, des kystes même qui peuvent apparaître sans que ça ne soit un problème particulier. C'est-à-dire qu'on peut avoir les kystes sans que ça ne soit un désagrément de santé. Voilà. Docteur Koulibaly, est-ce que les coliques néphrotiques peuvent aboutir à une insuffisance rénale? La colique néphrétique, en fait, c'est une douleur bien caractéristique, donc qui signe qu'il y a un problème derrière. Donc, ça peut être, par exemple, la présence d'un calcul au niveau du rein, ça peut être également une infection au niveau du rein. Alors maintenant, si tout cela n'est pas bien traité, alors cela peut aboutir à la destruction du rein. Voilà. Et maintenant, si la destruction est unilatérale, le deuxième rein, il prend le relais. Donc, pour que ça puisse aboutir à une insuffisance rénale, il faut toutes ces conditions. D'accord. Docteur Thieno, est-ce qu'un individu qui a beaucoup d'acide urique édulé dans son sang, qu'est-ce qui peut arriver plutôt à un individu qui a beaucoup d'acide urique édulé dans son sang? Ce qui manque à cette information, c'est de quoi d'abord il souffre. Parce qu'on ne sait pas de quoi il souffre. Et alors, l'urée seule ne permet pas d'apprécier. Lorsque l'urée est dosée avec la créatinine, là, ça permet de s'orienter vers le rein. Mais pour ce qui concerne l'uricémie, elle peut exister pendant longtemps, sans conséquences qui surviennent rapidement, mais l'hyperuricémie peut avoir également des conséquences. Ça peut donner à la longue la goutte et ça peut à la longue effectivement avoir des conséquences au niveau du rein. C'est une question de surveillance et du taux, jusqu'à quel niveau se trouve cette hyperuricémie. Professeur Lengani, cette personne veut savoir si on peut vivre avec un seul rein, sa préoccupation, et à quel moment de sa vie cette personne qui vit avec un seul rein peut rencontrer des difficultés. Bon, on peut vivre avec un seul rein puisqu'on estime à peu près 1% de la population qui a un rein sans se rendre compte qu'elle a un rein. Donc ça c'est possible. Puisqu'en ce moment, le seul rein qui reste va augmenter ses capacités de fonction et ça peut permettre de vivre pratiquement normalement. Par contre, dans certaines situations, il y a un risque de développer une maladie rénale sur le rein unique. Mais est-ce que l'examen de la créatinémie suffit pour établir l'état de santé du rein? Dans nos conditions, je pense que non. Parce qu'il faut faire la créatinine, mais il faut aussi faire les examens de sang. Mais le plus souvent, il faut mettre ça dans un contexte global. C'est-à-dire que sa tension, être diabétique, avoir les lipides. Ceux qui ont un taux de lipide qui est très élevé, c'est à risque. Voilà. Avoir certaines maladies chroniques. Par exemple, si vous avez une maladie chronique, je prends par exemple le VIH, ou bien certaines maladies chroniques qui vous amènent à prendre des médicaments. Il faut contrôler tout le temps son rein. Donc, en ce moment, la créatinine, en tant que telle, n'est pas un reflet lorsque c'est au début. C'est-à-dire qu'au début, là, bon, pour être simple, techniquement, ça c'est pour les médecins, la créatinine va commencer à monter que lorsque le rein va perdre déjà la moitié de sa fonction rénale.
C'est ce qu'on appelle la filtration glomérulaire, là, le début de filtration glomérulaire. Là, quand on a ça, c'est ça qui permet d'avoir une meilleure idée. Voilà. Docteur Koulibaly, Monsieur Cabré dit avoir vécu une anomalie au niveau des reins. Il a fait un traitement médical, mais maintenant il ressent des douleurs au niveau des testicules et des reins. Bon, je ne sais pas ce que... Il y a une autre question. Oui, il y a une autre question dans le même sens. Bon, je pense que c'est la même personne. Maintenant, ici, c'est mieux expliqué. Il a suivi un traitement, en réalité, un traitement médical. Après le traitement, tout s'est bien passé. Mais avant, il avait des douleurs au niveau des testicules et des reins. Donc, après le traitement médical, tout s'est bien passé. Il voudrait maintenant savoir, est-ce que c'était une insuffisance rénale? Bon, d'abord, il y a pas mal d'informations qui manquent pour pouvoir bien apprécier, prendre une décision concernant le problème qu'il pose. Mais bon, lui-même, il dit que tout s'est bien passé. Des douleurs testiculaires en rapport avec le rein, je ne vois pas trop. Voilà, donc voilà. Il faut qu'il aille voir son médecin. Et comme l'a dit tout à l'heure le professeur, il faut que les patients apprennent à s'ouvrir à leur médecin. Voilà. Donc s'il lui pose la question, il pourra certainement lui répondre. D'accord. Docteur Thieno, est-ce que les règles douloureuses peuvent provoquer une insuffisance rénale? Personnellement, je ne vois pas là aussi le lien. Je ne vois pas le lien. Oui. Et l'incidence du kénacor sur les reins, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a une incidence du kénacor sur le rein? On ne peut pas dire qu'il y a une incidence. L'incidence, l'impact sur le rein là, ne va pas s'exprimer sous la forme de maladie. Non, ça s'exprime sous la forme de maladie. Puis que l'organisme va réagir et ajuster. Voilà. Docteur Koulibaly, est-ce qu'une fois qu'on commence la dialyse, c'est à vie ou bien on peut arrêter à un certain moment? Alors, il y a deux types de situations. Les situations qu'on dit aiguës, donc c'est survenu, ça survient souvent brutalement et on a besoin de faire de la dialyse. Alors, dans ce cas, on a une insuffisance rénale aiguë et le patient peut guérir de sa maladie rénale aiguë. Alors, on a la deuxième situation, et ça a été le principal de cette émission, c'est la maladie rénale chronique qui arrive au stade terminal. Et là, quand on commence la dialyse, puisque les reins, en fait, ils n'existent plus sur le plan fonctionnel. Donc, quand on commence la dialyse, on ne peut plus l'arrêter, à moins qu'on fasse une greffe rénale. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vais permettre à M. Paré de dire quelque chose. M. Paré, est-ce que vous avez un cri de cœur par rapport à la prise en charge de l'insuffisance rénale? Oui, en ce qui concerne, rapidement, en ce qui concerne la prise en charge, je profite de votre micro, remercier les décideurs. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre de malades qu'il y a là à Yalrado, avec ce qu'on donne, voilà pourquoi on n'arrive pas à faire tous les jours. Et puis, il y a des promesses. Je vais profiter de votre micro, donner mon cri de cœur parce qu'on nous a promis l'ouverture de Bobo, Blair Comparé, Bordeaux, parce que tout le monde est là. Ça y est en voie. Mais ça ne vient pas vite. Les gens sont en train de mourir. Je pense que vous n'avez pas posé la question aux médecins. Il y a combien de dialysés qui meurent par mois? Donc, vraiment, ça ne va pas à Yalrado. Le centre est dépassé. Donc, mon cri de cœur, là, c'est d'œuvrer pour qu'on ait les autres centres au niveau de Bobo, Blaise Compaoré, l'hôpital national Blaise Compaoré, et puis Bordeaux. Je pense qu'en ce moment aussi, les médecins vont souffler un peu, nous aussi, on va souffler un peu. D'accord. Professeur Lengani, quel conseil pratique vous avez à donner? Le conseil pratique à donner, c'est, je terminerai par une des questions d'un téléspectateur, aliments et prévention. C'est-à-dire que, compte tenu de ce qui transparaît, la dialyse coûte cher. Très cher. Dans le monde entier, quand on fait, on fait le nombre de dialysés par tête d'habitant, par produit intérieur brut, vous allez, c'est la même chose, ça se distribue de la même manière. Plus vous avez d'argent, plus vous avez de dialysés. Moins vous avez d'argent, moins vous avez de dialysés. Ça, c'est connu. Dans le monde entier, il y a des choses, il y a des trucs dessus. Maintenant, comment faire pour limiter les dégâts?
il faut qu'on accentue la prévention. La prévention, elle n'est pas des médecins néphrologues, c'est l'affaire de tout le monde. Premièrement, du malade. Parce que le malade doit suivre ce que les médecins lui conseillent. Il est hypertendu, il est diabétique, il est obèse, il a une maladie chronique, il a une hépatite virale, il a quoi et qu'on sort. Il faut qu'il suive les conseils des médecins et que pour les dépistages, il soit sensibilisé. Deuxièmement, il faut qu'il accepte d'avoir un mode de vie sain. Puisque pour prévenir l'hypertension, le diabète et le reste, l'obésité, il faut un mode de vie qui soit sain. Or, l'alimentation a sa place qui est très importante. Compte tenu du fait que nous n'avons pas d'argent pour prendre en charge tous les insuffisants rénaux chroniques qui vont arriver en dialyse. Si vous prenez en Inde, il ne faut pas croire qu'en Inde, ils prennent tous leurs insuffisants rénaux en dialyse. C'est faux. Ça, c'est pas la peine. Il ne faut pas croire. Hein. En Inde, ils ne font pas. Il faut aller voir. C'est pas comme ça. Parce que les moyens ne suffisent pas. On fait avec ce qu'on a. Nous aussi, on doit faire avec ce qu'on a, avec le maximum de succès possible. Donc, je vais terminer en disant que le cri du cœur de M. Paré, c'est notre cri du cœur aussi. Mais il faut qu'on soit assis sur la réalité et qu'on fasse bon, qu'on fasse bien et équitable en essayant de s'impliquer davantage. Voilà. Des propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag.